Le 8 octobre, je devais monter à Paris et redescendre le 9. Bon, à Paris, c'est pas mon truc, Paris, quand même. Et donc, quelques jours auparavant, j'ai reçu bizarrement, alors le hasard des dates, bizarrement, j'ai reçu une invitation pour participer à une conférence de l'Adivette. Alors, l'Adivette, c'est quoi? C'est une association qui œuvre pour la végétalisation des toitures. Et donc, je suis allé à cette conférence. Alors, j'avais pas du tout prévu... C'était complètement à l'arrache, donc j'avais dans mon sac mon petit Osmo Pocket, donc je me suis amusé à filmer, mais bon, j'étais au 3e rang, il y avait du monde, le son est vraiment pas terrible, donc c'est la vidéo d'aujourd'hui, mais le son est vraiment pas top, on est loin, on n'entend pas tout, et je vous passe en fait les morceaux où on n'entend rien. Enfin, moi, j'entends rien. Parce qu'à la suite, il y a eu présentation de l'association Adivette, différents intervenants. Et puis, il y a eu un débat avec, il me semble qu'il y avait un chargé de la mairie de Paris, une architecte, une avocate spécialisée et 2 personnes de l'agence de l'eau, je crois. L'agence de l'eau, ouais. Et pas la police de l'eau. Je crois que c'est pas la même chose. J'ai pas osé leur demander parce que je me suis dit, la police de l'eau, on les aime pas. Hein. Enfin, moi, je les aime pas particulièrement. Parce que j'ai eu quand même quelques soucis sur des étangs, dans mon métier d'agent immobilier. Voilà, donc je vous propose de regarder ces vidéos sur la végétalisation des toitures. J'espère participer à d'autres conférences du même style, où là, je serai peut-être un peu plus équipé en vidéo. D'ailleurs, monsieur Georget, le président d'Éco-Végétal, est venu me voir à la fin de la vidéo en me demandant si je pouvais lui envoyer les rushs. Donc, je lui ai dit, hein, c'est pas du pro. Hein. Si j'avais su, j'aurais prévu un pied de caméra. Je me serais mis à la fin avec un micro directionnel, je me serais mis à la fin de la conférence. On était quoi? On était une quarantaine, donc je me serais mis dans le fond. Mais là, c'était pas du tout prévu. Donc voilà, je vous retrouve tout à l'heure. La biodiversité, tout le monde sait ce que c'est. Nous en sommes de la biodiversité, bien évidemment. Le deuxième axe, c'est la gestion des eaux pluviales. La problématique de la gestion des eaux qui tombent du ciel et qui, la première goutte tombe d'abord sur les toits avant de tomber sur notre tête ou de tomber au sol, avec toute la problématique de perméabilisation, de retour, etc. La troisième thématique très importante, c'est l'îlot de chaleur. Alors, je dirais tout ça, ce sont des conséquences, je dirais, du réchauffement climatique qui sont aujourd'hui plus que connues. En gros, pour ce qui nous concerne sur notre périmètre des villes, aujourd'hui, donc le réchauffement climatique fait que les villes s'inondent, surchauffent, et que derrière, bien évidemment, des éléments de biodiversité comme les humains engendrent, je dirais, des problématiques de bien-être, de santé, et donc c'est une autre thématique, effectivement, le bien-être et la santé. Voilà, donc la biodiversité, la gestion des eaux, l'îlot de chaleur et santé et bien-être, ce sont des axes majeurs pour lequel la toiture végétalisée contribue de façon importante, impactante, et comme on dit un petit peu chez nous, il faut qu'on change de paradigme au niveau de l'urbanisme. Donc nous sommes, avec ce produit de végétalisation d'infrastructures d'îlots bâtis, un levier, une des solutions parmi tant d'autres par rapport à ce changement de paradigme au niveau de l'urbanisme. Voilà. Et une dernière grosse étape, on va passer sur la suivante, dernière grosse étape, on a aussi œuvré au niveau de la réglementation. Notre première investigation, je dirais, au niveau des pouvoirs publics, ça a été lors de la loi biodiversité, donc ça fait déjà quelques années, où on a essayé d'introduire, de sensibiliser, de la nécessité sur peut-être une première cible qui était les surfaces commerciales à l'époque de plus de 1000 m², l'encouragement à mettre de la végétalisation pour ces fonctions que j'ai citées tout à l'heure. Le deuxième temps fort au niveau de la réglementation, c'était la loi climat et résilience, donc qui date effectivement de 2021, où là on a fait une extension des usages des bâtiments au-delà des
des surfaces commerciales. On a commencé à mieux cadrer en réduisant aussi la surface minimum, de 1000 m² passée à 500 m². Et surtout, la loi 2023 APER, bien évidemment, sur l'énergétique, nous a permis, avec la DHUP, de renforcer véritablement le cadrage pour vulgariser et inciter à utiliser de la végétalisation sur nos bâtis et nos infrastructures. La loi est évolutive, il y a de l'arrêté et du décret, bien évidemment, des décrets qui sont très précis, puisqu'ils précisent des surfaces minimum qui sont évolutifs dans le temps. Aujourd'hui, on en est à 30%, mais dès le 1er janvier 2026, on va passer à 40% de surface minimum, et puis 50%, etc. On a précisé bien évidemment des épaisseurs minimales par rapport à la biodiversité pour essayer d'optimiser ce bénéfice pour la biodiversité, donc 10 cm sur du neuf et 8 cm par exemple sur la rénovation. On touche à la fois les bâtiments neufs, mais aussi la rénovation lourde, etc. L'entretien est obligatoire. On nous pose souvent la question de oui, mais que devient derrière cette belle végétalisation? Là maintenant, elle est obligatoire. Je ne vais pas expliquer pourquoi, c'est tellement évident. C'est un être vivant qui a besoin de boire à minimum et à manger à minimum. On est heureusement sur des itinéraires culturaux qui sont d'une rentabilité, d'une productivité extraordinaire. Avec peu de choses, on fait beaucoup de bénéfices. Voilà, donc c'est pas de la culture intensive, je dirais productive, mais il y a toujours un minimum parce qu'on est sur un être vivant qui est le végétal. Voilà, et puis très prochainement, vous voyez, 2028 c'est quand même demain, au-delà de la révision des PLU qui était fortement incitée avec une échéance février 2028, en 2028, tous les bâtiments existants correspondant à tous les usages, donc on va dire tous les usages sauf le logement, ne me demandez pas pourquoi, auront une obligation de végétalisation ou de solutions environnementales comme des énergies alternatives, de production alternative, comme le photovoltaïque. Voilà. Alors merci à toutes et à tous. J'espère que vous allez pouvoir apprendre plein de choses, valider un certain nombre de repères. Et je vous souhaite une belle session avec mon collaborateur, non, on ne dit pas ça, avec, je crois. Je me présente, je suis Raphaël Lamé, membre de la JVM depuis une bonne vingtaine d'années, comme Yannick, ancien président, et je dirige une entreprise qui fait de la végétalisation du bâti depuis 30 ans. Alors, je vais vous parler un petit peu des services écosystémiques des toitures végétalisées. Alors, Yannick en a déjà parlé, par rapport à notre Green Roof Score, qui prend compte les 4 principaux bénéfices écosystémiques. Alors, on va commencer par cela: la biodiversité, la gestion pluviale, la lutte contre le lido de chaleur urbain, ou la création de lido de fraîcheur, et puis le bien-être. Mais il y en a quelques-uns, comme vous voyez, comme la protection des étanchéité, la protection du bâti, ou la qualité de l'air, que je vais évoquer comme l'isolation acoustique. Le but, c'est en quelques minutes, juste faire un petit focus sur ces principaux bénéfices. Évidemment, c'est pas de faire un exposé en profondeur sur ces sujets. On va commencer par la biodiversité, un schéma qui est issu de la thèse de Frédéric Madre, qui a fait il y a une dizaine d'années. Frédéric Madre a fait sa thèse au Muséum d'histoire naturelle. C'est une première thèse, alors en France, même les premières recherches au niveau européen sur la biodiversité sur les toitures végétalisées. Et là, il caractérise que, évidemment, il y a différents types de biodiversité qui va s'installer en fonction des strates. Et d'où l'importance aussi d'avoir différentes strates sur les toitures. Pour faire simple et pour faire court, plus on a des strates épaisses, plus on va avoir de biodiversité, en tout cas de biodiversité végétale. Mais sa thèse dit aussi que même sur des faibles épaisseurs, j'insiste là-dessus, même sur des faibles épaisseurs de substrat et de complexes, on a déjà aussi une belle biodiversité qui se crée sur la toiture. Voilà, donc différentes strates sur le toit qui va générer une biodiversité, notamment, alors il y a là c'est un petit focus sur une étude qui s'appelle Groove, qui a été faite par l'ARB Île-de-France, l'Agence régionale de la biodiversité de l'Île-de-France, je crois que c'était en 2017-2018 de mémoire. Voilà, et là qui
fait un recensement sur une trentaine de toitures qui a été faite en Ile-de-France sur les insectes principalement. On voit qu'il y a vraiment une forte densité d'insectes sur nos toits, de tout type, hélicoptères, les principaux, hein, aussi tous les pollinisateurs, hélicoptères c'est les punaises, les pollinisateurs principalement, des araignées, des coléoptères, des coccinelles, etc., qui sont nombreux sur les toitures. Voilà, aussi évidemment une diversité au niveau de la flore qui va être plantée, mais aussi beaucoup de flore spontanée. Au bout de quelques années, je crois que la mémoire étude nous montre au bout de 3-4 ans, 70% d'espèces spontanées, même sur des toitures qui ont été plantées. Donc vraiment, les toitures végétales sont vraiment un lieu accueillant pour la biodiversité, aussi bien au niveau de la faune et de la flore. Et cette biodiversité se retrouve aussi dans le sol, alors appuyée sur les toitures avec des substrats, hein, avec une vie microbienne forte, intense. Et là, si je lis les conclusions, hein, elle dit, grosso modo, qu'un stock de toiture végétalisée présente en moyenne des niveaux très élevés de biomasse et même plus élevés que dans les sols classiques, en termes de champignons au niveau des substrats. Voilà pour ce petit focus sur la biodiversité. Je vais parler maintenant de deuxième apport écosystémique, c'est au niveau de la gestion des eaux pluviales. Alors, il y a des experts dans la salle, c'est peut-être une activité sur le sujet. Bon, vous connaissez la problématique qui est assez bien connue maintenant. On a des villes qui s'étendent, qui sont de plus en plus imperméabilisées. C'est le schéma de gauche. Il pleut, ça ruisselle, engorgement, inondation. Voilà. Et donc, depuis maintenant une dizaine d'années, cette stratégie de tout tuyau qu'on a développée pendant 50 ans, depuis quasiment l'après-guerre, est largement remise en cause. Et on sait que c'est la végétalisation qui va permettre de pallier cette problématique-là, en tout cas d'y remédier autant que se peut, Donc la végétation va capter une grosse partie de cette pluie. Pour faire simple, la toiture végétalisée va faire éponge. L'éponge va capter l'eau avec deux intérêts principaux. Éviter la période d'engorgement, le pic de pluie, la période critique, pendant laquelle tout ruisselle. On a la plupart du temps un réseau-unitaire, eau pluviale, eau usée, gros pic de pluie, saturation des réseaux, premièrement. Deuxièmement, saturation en aval des stations d'épuration. Et là, tout dans la Seine, tout dans le fleuve, et il y a une cause majeure de pollution de nos cours d'eau. Donc, par rapport à ça, si on a des espaces verts, c'est très bien, on va filtrer au sol. Si on n'a pas d'espace vert, et c'est souvent le cas en centre-ville, ou en plus d'espace vert, on va créer cette surface tampon sur le toit. Et puis on verra après aussi l'intérêt aussi de l'évaporation dans un deuxième temps, qui va permettre aussi d'apporter d'autres effets bénéfiques. Voilà, donc les choses de pluviales, pour éviter ce fameux pic de pluie. Le pic de pluie, on parle souvent des 2 heures, c'est 2 heures critiques après un événement pluvial important. Et la toiture végétalisée va permettre de décréter ce pic de pluie. Donc voilà, deuxième avantage sur la gestion du pluvial. Troisième avantage vraiment important sur les îlots de chaleur urbain. Alors moi, quand j'ai commencé à travailler sur les toitures végétalisées il y a 30 ans, on n'en parlait presque pas, mais c'était il y a 30 ans. Voilà, réchauffement climatique notamment, et puis encore une fois, la ville qui s'étend de plus en plus fait qu'on a des gros phénomènes d'îlots de chaleur. Et par rapport à ça, le but est de créer des îlots de fraîcheur. Et aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que les seuls îlots de fraîcheur, c'est végétal qui peut apporter en ville. Alors, la toiture, les arbres, les parcs, évidemment. Mais dans une toiture, dans une ville très dense, la toiture a tout son intérêt par rapport à ça, avec un rafraîchissement démontré, en tout cas sur pas mal d'études, sur ces îlots de fraîcheur urbains. Notamment, je pense à l'étude des études qui ont été faites il y a quelques années à Nantes sur ce sujet, qui montrait un gain significatif sur le des toitures, sur les toitures. Le confort thermique d'été, alors il y a le bénéfice par rapport à la ville, il y a aussi le bénéfice par rapport au bâtiment, puisque le végétal, il va capter une grosse partie des rayonnements solaires. Je dis bien capter par réfléchir. Là, je fais une petite allusion au cool roof, dont on va beaucoup parler en ce moment. Le cool roof, il a son intérêt par rapport au toit, mais le cool roof, il réfléchit le rayonnement solaire, voire il augmente. Donc il ne rafraîchit pas la ville, le cool roof. Il rafraîchit le bâtiment. Voilà.
Donc là, contrairement à la toiture végétalisée, qui va capter l'énergie. Hein. Il y a un transfert d'énergie. Alors pour que ce transfert d'énergie, il faut qu'il y ait, en fait c'est des échanges de calories, hein, il faut qu'il y ait de la photosynthèse, et donc il faut que le système de végétalisation soit actif pour que ça puisse fonctionner. Voilà. Donc on a à la fois un effet sur le rayonnement solaire, et à la fois grâce à l'évapotranspiration, on va aussi rafraîchir le bâtiment. Alors il faut être honnête, hein, sur un bâtiment de 6 étages, on ne va pas rafraîchir le rez-de-chaussée, il faut être très franc là-dessus. En tout cas, on va avoir un effet réel sous le toit. Voilà, j'ai expliqué rapidement tout à l'heure. Grâce à l'évapotranspiration, c'est l'échange de calories qui va permettre de rafraîchir juste sous la toiture. Voilà pour le troisième effet sur les îlots de chaleur. Parler un petit peu de confort acoustique, même si c'est pas forcément celui qui est le plus en avant. Deux impacts, on dirait un impact par rapport à certains revêtements qui sont bruyants, toit de zinc à Paris par exemple, ou du bac acier. Évidemment, on va amortir le bruit de la pluie, mais au-delà de ça, on a un gain réel, à peu près entre 10 et 20 dB. Il est différent, il est moins important quand le substrat est humide, on le sait, mais il est quand même réel par rapport à l'isolation globale pour le bâtiment qui est en dessous. Donc, pourquoi acoustique. Je continue sur la protection du bâtiment. Alors, c'est un sujet qui est d'actualité pour nous à Divette, puisqu'on va lancer une étude là-dessus, voilà, c'est en cours. On va passer nous voir parce qu'on attend des financements pour ça. En tout cas, toute la profession s'accorde à dire qu'il y a, et ça depuis un certain nombre d'années, qu'il y a un réel allongement de la durée de vie des membranes d'étanchéité quand elles sont protégées par une toiture végétalisée, par un complexe de végétalisation. Pourquoi? Pour deux raisons. On garde un niveau de température assez constant sous la végétation. On n'a pas les chocs thermiques qu'on a sur une toiture nue. Et on garde aussi une humidité beaucoup plus constante. Donc on n'a pas ces différentiels de température et d'humidité, qui fait qu'on prolonge de façon importante la durée de vie des toitures. Alors là, ce qu'on va essayer de quantifier, c'est de mettre des chiffres sous le mot important. Aujourd'hui, on a des toitures qui ont 30, 40 ans, et des toitures végétalisées avec des membranes qui sont, semble-t-il, encore en bon état. Voilà, c'est ce qu'on va essayer de qualifier dans une étude qu'on va lancer avec nos confrères du monde de l'étanchéité. Protection du bâtiment. Je terminerai, je crois, sur ce dernier avantage écosystémique, sur la qualité de l'air et de la vie. Alors, qualité de l'air, il y a des études qui ont été faites, pas en France aujourd'hui, mais certains ont été faites notamment aux États-Unis. En France, je ne crois pas, si. Non, je crois non plus. Alors, sur à la fois la captation des métaux lourds, des particules, voilà, des gains réels là-dessus, voire fixation des pollens. Alors, parfois, on nous dit que la toiture végétalisée peut justement être à partir du pollen. On fait attention de ne pas parler de plantes émergentes en toiture, c'est important. Voilà, en tout cas, une toiture peut apporter un vrai rôle sur la qualité de l'air. Et puis un autre sujet, alors qu'aujourd'hui on sert des études là-dessus, mais ce sont des études plus sociologiques, si je dis, c'est mon terme, voilà, merci. Sur qu'est-ce qu'apporte le végétal par rapport au bien-être. On sait que on est de plus en plus nombreux à vivre en ville, dans un environnement urbain qui est parfois dense et un peu oppressant. Et le végétal est clairement une source de bien-être. Alors, de par l'agrément au visuel, mais aussi, on le voit, c'est assez récent, et c'est une bonne évolution du marché. Les toitures deviennent des espaces à vivre, hein, par le rooftop végétalisé, et vraiment des nouveaux lieux de convivialité en ville. Je pense que voilà, ça va se développer, en tout cas, on va l'espérer. Voilà, j'en ai fini pour les bénéfices écosystémiques. Tous, Pierre Georgel, je suis un cofondateur de la Divette, animateur de la commission PLU et président d'Écovégétal, qui est une entreprise qui fait des toitures végétalisées et des parkings perméables. Et Manon Aîné, chargée de mission PLU à la Divette. Donc on va vous présenter les recommandations rédactionnelles pour l'intégration de la végétalisation du bâti dans les documents d'urbanisme et spécifiquement les PLU. Alors, on est convaincu que la réglementation en matière de construction, elle est concentrée au niveau des plans locaux d'urbanisme ou plans locaux d'urbanisme
intercommunaux. Il y en a très peu, hein, des PLUI, tellement peu qu'on est bien gaulois, on a du mal à faire. Je connais tellement de collectivités où on n'arrive pas à avoir un PLUI et on reste en PLU. Elle est indispensable parce que ça permet de cristalliser un certain nombre de règles. Et quand je dis cristalliser, ce n'est pas dire de manière définitive, mais de fixer, de manière à faire évoluer au fur et à mesure de la croissance de la ville, de sa restructuration, des règles pour définir ce qu'on a envie de voir comme construction au sein d'une ville. Et donc, à la Vivette, on en rêvait depuis longtemps, c'était d'accompagner les villes, d'accompagner tous les acteurs de l'urbanisme pour transcrire en documents validés par des avocats, c'est le travail qu'on a fait, transcrire un certain nombre de performances à atteindre, parce que trop souvent, on définit des hauteurs de substrat, on définit un certain nombre de critères, et je pense qu'il faut qu'on les exprime en performance plutôt qu'en données simplement directives. Quand on l'exprime en performance, ça permet de dire la direction, de donner la direction que l'on veut atteindre. On l'a pour la gestion des eaux pluviales, et bien on l'a également intégré pour les documents d'urbanisme. Et donc on travaille depuis maintenant 1 an et demi, Sophie, à réussir à identifier les besoins. On s'est fixé au sein de la Vivette 5 objectifs, et puis ces 5 objectifs, on les a transcrits en texte, qui maintenant sont disponibles, qu'on diffuse. Et donc Manon va vous présenter, pour commencer. Oui. Juste peut-être pour revenir sur le contexte et le fondement de ce projet, donc ce que vient de présenter Pierre et également Yannick et Raphaël. Donc il y a à la fois d'un côté l'obligation avec la loi climat et résilience de végétalisation, les municipales de 2026 qui arrivent également, et tous ces éléments ont entraîné des vagues de révision des documents d'urbanisme, ce qui est pour nous l'opportunité qu'on voulait saisir pour introduire la végétalisation du bâti. Rapidement, sur ce qui est un plan local d'urbanisme, on aura l'occasion d'en rediscuter avec une avocate experte sur le sujet. Mais voilà, il faut savoir que c'est un document qui est fixé à l'échelle d'un groupement de communes ou d'une commune, qui traduit vraiment le projet global d'aménagement et d'urbanisme et qui fixe en conséquence tous les règles d'aménagement et d'utilisation des sols et qui se comporte de plusieurs documents qu'on a essayé En tout cas, toutes nos recommandations s'adressent à ces différents documents, avec évidemment un focus plutôt sur le règlement, qui est la partie vraiment opposable à toute personne publique ou privée qui exécute des travaux. Donc notre plan d'action s'est découpé en 4 étapes. Un premier état des lieux, où là on a analysé une centaine de PLU existants, et on s'est intéressé également à ce qui se faisait en Europe, notamment sur la question des coefficients de biotopes. On a interrogé nos voisins européens. On a ensuite donc produit des préconisations rédactionnelles. Et donc on a rédigé 8 chapitres de recommandations rédactionnelles qu'on va vous présenter, ainsi qu'un guide pédagogique qui vous sera également présenté. Tous ces documents ont été vérifiés juridiquement par 2 cabinets juridiques spécialisés en urbanisme, étant donné la portée des PLU, on voulait vraiment s'assurer que ce qu'on recommandait était solide juridiquement. Et voilà, on est aujourd'hui sur cette 4e étape de diffusion et de partage auprès des acteurs de l'urbanisme. Alors, bon, on a fait ce travail de synthèse de ce qui existait, et puis on a été chercher toutes les bonnes idées, on les a transcrits en texte, mais il existe aussi plein de textes dans des pays à l'étranger. Il faut savoir que il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut pas mettre dans les PLU, comme par exemple l'entretien des toitures végétalisées, on ne peut pas l'intégrer. La ville de Paris, on en parlait tout à l'heure, délivre des fois des permis de construire en exigeant l'entretien des toitures végétalisées. En fait, on n'a pas le droit. On en reparlera tout à l'heure.
Et donc on délimite le terrain dans ce qui est possible dans le réglementaire. Donc, tout d'abord, rapidement, les quelques conclusions de cet état des lieux, cette analyse des 100 PLU français, des 100 plus grandes villes de France. Donc, ce qui ressort de cette étude, c'est que 90% des PLU existants mentionnent les toitures digitalisées. Donc, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Mais il y a très peu de réelles obligations derrière cette mention. Ensuite, le seul réel outil réglementaire qui est mobilisé par les collectivités, c'est le coefficient de biotope par surface, où là on le retrouve dans 50% des PLU, qui parfois prend aussi le nom de coefficient de digitalisation, coefficient nature, et qui a certaines déclinaisons. 25% des PLU font un lien direct entre la gestion des eaux pluviales et les toitures digitalisées, ce qui est relativement faible par rapport à ce qu'a pu nous a présenté par Raphaël, et voilà, tout l'intérêt de toiture sur cette thématique. Et on constate une réelle disparité entre les PLU, entre les coefficients de biotope, entre le traitement de la toiture digitalisée et de la digitalisation du bâti. Il y a énormément de hauteurs de substrat différentes, énormément de coefficients qui varient. Et concernant les façades digitalisées, on s'est aussi posé la question. Et elles sont encore moins mentionnées que les toitures digitalisées, mais assez systématiquement intégrées dans le coefficient de biotope. C'est un peu le seul endroit où on va les retrouver dans le PLU, avec une préférence pour les plantes grimpantes enracinées en pleine terre. Et donc, toute cette étude a abouti dans ces recommandations rédactionnelles, qui sont vraiment pensées comme un catalogue de dispositions complémentaires ou non au choix des rédacteurs. C'est-à-dire que selon la problématique que rencontre la collectivité, imaginons la gestion des eaux pluviales, elle va pouvoir aller chercher dans notre chapitre dédié à la gestion des eaux pluviales des recommandations, des textes prêts à l'emploi vraiment sur cette thématique avec plusieurs niveaux d'ambition, plusieurs formulations possibles. L'idée c'est vraiment que ce soit le plus opérationnel possible et que les collectivités s'en saisissent pleinement. Et donc on a vraiment décliné tous les chapitres du PLU, donc à la fois leur d'orientation, le PADD, donc le projet d'aménagement et de développement durable, les orientations d'aménagement et de programmation, et ensuite la partie règlement, avec d'abord un chapitre plutôt général, et ensuite un chapitre par priorité, donc la biodiversité, la gestion des eaux pluviales, la lutte contre les eaux urbains et les toitures solaires, qui sont donc un mix entre végétalisation et panneaux solaires. Les 4 priorités qu'on a retenues, ça ne veut pas dire que ce sont les seuls. Ça veut juste dire qu'on s'est donné des objectifs, parce qu'on ne pouvait pas produire dans un temps aussi court des textes sur l'ensemble des objectifs auxquels les toitures végétalisées peuvent répondre. Donc on a retenu ces 4 priorités qui pour nous sont vraiment les plus prégnantes aujourd'hui sur le marché, mais on pourrait par exemple exiger, on a vu que quand un substrat est humide, on retient 2 fois plus de bruit quand il est sec. Donc si on associe la rétention d'eau et puis la gestion acoustique, on aurait pu très bien rajouter un certain nombre de textes liant cette qualité-là. Donc là, on s'est donné 4 objectifs et on a produit un certain nombre de textes pour y répondre. Et donc la logique de ce document, c'est vraiment d'aller intégrer la gestion du bâti dans tous les sous-parties du PLU, et c'est essentiel parce que si on n'intègre pas la gestion du bâti dans le PLD ou dans l'OAP, derrière ça n'a aucun sens de venir l'intégrer dans le règlement. Donc on a vraiment voulu formuler des recommandations pour tous ces documents. En termes de fonctionnement, on retrouve à chaque fois les articles concernés dans les PLU, les références juridiques, nos recommandations, un détail de ces recommandations qui sont déclinées et qui sont aussi parfois déclinées en niveau d'ambition. On vous présentera les documents, on en a un certain nombre imprimés, vous pourrez aussi récupérer à la pause, à la fin de à chaque fois, vous avez des chiffres qui correspondent à des performances qui sont liées à des mesures, par exemple, faites par différents acteurs de la DIVET, ou qui sont liées à notre expérience des toitures végétalisées. Ça permet aussi d'orienter dans la rédaction des PLU vers des épaisseurs de substrat ou
des quantités d'eau à revenir par mètre carré, ou même des qualités pour faire qu'une toiture végétalisée pourra apporter davantage de biodiversité. Et donc pour vous présenter plus en détail nos recommandations, on a sélectionné un certain nombre de PLU existants avec derrière un parallèle sur nos recommandations. Donc c'est les PLU qui nous ont inspirés dans ces recommandations rédactionnelles. Donc par exemple ici on a l'exemple du PLU d'Argenteuil qui recommande une végétalisation des toitures terrasses en fonction de leur accessibilité ou non. En partant du principe que si la toiture n'est pas accessible, elle va être davantage végétalisée, et si elle est accessible, elle est un peu moins végétalisée, vu qu'on installe forcément de quoi recevoir du public. Et donc voilà, ça nous a inspiré notre recommandation, qui est donc de végétaliser sur au moins 80% de la superficie lorsqu'on est sur une toiture non accessible, et sur au moins 50% de la superficie lorsqu'elle est accessible. Alors pourquoi pas 100%? Vous pouvez penser, en fait, vous avez un certain nombre d'installations techniques en toiture, vous avez des chemins de maintenance, vous avez un certain nombre d'éléments qui fait que le souk 100% est parfois atteignable, mais dans la majorité des cas, et surtout dans les cas de programmes de logement, on a du mal à atteindre le 100%. Donc on a fait des mesures sur différentes toitures réalisées, et on pense que le 70% est un chiffre facilement atteignable pour l'ensemble des programmes. Sur le volet biodiversité, on a l'exemple du PLU de Orléans qui recommandait que les plantations en toiture végétalisée comportent au moins 10 espèces et genres différents, en intégrant différents types d'espèces. Et nous, on a décliné cet exemple en fonction de l'épaisseur du substrat et de la toiture, en partant du principe que les toitures extensives, donc avec un substrat inférieur à 12 cm, on exige 10 espèces différentes, mais plus on augmente cette épaisseur de substrat, plus on vient exiger un nombre d'espèces important pour favoriser vraiment la biodiversité en toiture. Toujours sur le volet biodiversité et sur l'accueil de la faune, on s'est inspiré du PLU de Plaine Commune PLUI cette fois-ci, qui recommande d'installer un hôtel à insectes pour chaque tranche entamée de 100 m² de toiture végétalisée. Et donc nous, on a élargi l'hôtel à insectes, on a élargi à vraiment un abri, un dispositif d'accueil de la biodiversité ou refuge, pour vraiment pouvoir intégrer, au-delà de l'hôtel à insectes, des amas de bois morts, des nids, des nichoirs à chiroptères, des tas de sable, tous ces éléments qui vont favoriser l'installation de la faune sur les toitures. C'est absolument pas un gadget, parce qu'on a observé, regardé un certain nombre de ces dispositifs, les paniers de bois morts, les bunkers de sable, tout ça ce sont des éléments qui vont participer, contribuer au développement de la faune sur les toitures. Et donc à l'augmentation de fait de la biodiversité. Et c'est des éléments légers, peu coûteux, et qui peuvent contribuer de manière forte. Sur le volet de la gestion des eaux pluviales, donc on s'est inspiré de l'exemple de Grand Chambéry, qui recommande de favoriser l'infiltration et ou l'évaporation des pluies courantes en mettant en œuvre des surfaces perméables et ou végétalisées. Et donc nous, on a développé notre recommandation en recommandant la gestion des eaux pluviales qui doit se faire gravitairement à ciel ouvert via des solutions fondées sur la nature avec une végétalisation diversifiée. Et donc vraiment de favoriser ce type d'installation pour la gestion des eaux pluviales. Donc là, on propose par exemple 2 types de formulations qui sont toujours évidemment à adapter par les collectivités et à adapter à leur contexte et à ce qu'ils veulent intégrer dans leur document. À la Divette, on pense qu'il vaut mieux gérer les eaux pluviales en surface, mettre de l'argent en surface parce qu'elle se voit au service de paysages qu'on peut créer. Et quand je dis en surface, ça peut être sur les toitures ou au sol, que de manière enterrée. Aujourd'hui, beaucoup de bassins dans les opérations de construction, bassins de stockage temporaire des eaux pluviales,
sont en sous-sol avec des prix importants et n'apportent strictement rien, si ce n'est de rendre l'eau 6 heures après dans les réseaux. Je dis 6 heures, ça peut être 5 heures, hein, ça dépend. Et donc le coût élevé demande de l'entretien et puis n'apporte strictement rien à la ville et n'aide absolument pas à nourrir les nappes phréatiques. Toujours sur la question des eaux pluviales, on a souhaité définir des débits fuites en s'inspirant du PLU de Ivry-sur-Seine, où on voit vraiment qu'on intègre des données chiffrées, et donc on a aussi fait l'exercice de proposer des données chiffrées, avec, comme vous pouvez voir dans le petit tableau, plusieurs degrés d'ambition à adapter en fonction des contextes de chaque collectivité. Une ambition 1 à 5 litres par seconde par hectare, et ensuite on diminue ce débit de fuite, et toujours avec plusieurs formulations différentes pour être le plus précis possible et éviter toute difficulté juridique derrière. Alors là, le but des textes, c'est de venir compléter les réglementations en place quand il y en a, il n'y en a pas toujours, sur la gestion des eaux pluviales, et de faire que les clôtures végétalisées contribuent à la rétention en eau pour limiter après la gestion des eaux pluviales sur le reste d'un projet. Les toitures végétalisées contribuent fortement à la gestion des eaux pluviales. Aujourd'hui, on a suffisamment de mesures pour dire qu'elles peuvent apporter des coefficients de ruissellement très intéressants et elles peuvent même réussir à gérer en totalité sur une parcelle cette rétention temporaire des eaux pluviales, tout en faisant du stockage aussi également pour limiter les besoins en irrigation. Sur le volet de la lutte contre les îlots de chaleur urbains, là on vient recommander aussi les façades végétalisées. Donc c'est un des chapitres où vraiment les façades végétalisées ont leur rôle à jouer. Et donc on vient, à partir de l'exemple du PLUI de Lyon, recommander des matériaux absorbant le rayonnement solaire doivent être privilégiés, notamment des façades végétalisées. Alors quand on parle de façades végétalisées, ça peut être des végétaux plantés au pied des façades avec des structures grimpantes. C'est des systèmes robustes, pérennes. Ça peut être des systèmes sur un pignon en ville où on est dans une situation très artificialisée et mettre un site pour avoir un pignon végétalisé. Et idéalement aussi avec des jardinières pour traiter la végétalisation des façades. Dans les murs, on peut avoir également une biodiversité importante. Il y a des nichoirs qui peuvent être installés. Il y a beaucoup de choses qui peuvent contribuer à la biodiversité. Et enfin, donc, le dernier chapitre relatif aux toitures biosolaires. Donc là, on s'est inspiré de deux PLUI qui sont les deux seuls à le mentionner. Donc d'abord celui de Strasbourg et ensuite celui de Paris. Et donc là, on vient recommander de garantir un équilibre entre la conversion panneau solaire et la surface végétalisée pour vraiment parler de toitures biosolaires avec un réel équilibre et éviter que ça soit uniquement du panneau solaire avec une toute petite surface de végétalisation. Là, l'avantage du biosolaire, c'est de superposer la production d'électricité avec des panneaux photovoltaïques ou d'eau chaude sanitaire solaire avec de la végétalisation en dessous et donc de gérer les eaux pluviales. Il y a également une augmentation de production d'électricité et donc pour la ville c'est gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'on va avoir les avantages de la toiture végétalisée et les avantages de la production d'électricité in situ. Et donc l'exemple de la ville de Paris qui recommande une épaisseur de substrat inférieure en cas de toiture biosolaire, sans pouvoir toutefois être inférieure à 15 cm. Et donc on a repris cet exemple pour favoriser les toitures biosolaires, où on recommande de réduire l'épaisseur de substrat requise pour ce type d'installation, afin de permettre un large développement aussi de ces solutions. C'est-à-dire quand vous êtes contraint de mettre plus de centimètres dans un PLUI, si vous faites du biosolaire, vous pouvez en mettre moins. Dans la limite de ne pas en mettre moins que 15 cm. Donc pour finir, et voilà, nos
objectifs pour les prochaines étapes. Donc c'est évidemment que les nouveaux PLU, PLUI intègrent nos recommandations. Donc pour ça, aujourd'hui, c'est un peu aussi le lancement de cette grande étape, notre premier événement pour diffuser auprès des acteurs de la planification ces 2 livrables. Le guide pédagogique qui va vous être présenté juste après. On organise aussi un certain nombre de webinaires, de formations auprès des acteurs et des rédacteurs de PLU. Et on vise d'intégrer ces recommandations dans l'outil aussi d'appui méthodologique à la rédaction des documents d'urbanisme. Et on est en train doucement de collecter aussi des retours d'expérience de collectivité pour que l'on puisse derrière actualiser et faire évoluer ces livrables. C'est juste une première étape. C'est la première pierre de l'édifice de la végétalisation en ville. Et donc ces textes, on est amené à les enrichir. Si vous pouvez aussi contribuer à nous aider à les enrichir dans les années qui viennent. Et puis évidemment, on va diffuser de manière à ce que beaucoup de villes qui n'ont pas de services suffisants puissent intégrer la végétalisation avec facilité dans leurs documents d'urbanisme. Voilà, on va passer au guide pédagogique. Ma question, ça concernait justement comment est-ce qu'on adapte la durée de vie d'une clôture végétalisée à la durée de vie d'une étanchéité qui se trouve en dessous. Quand cette étanchéité, si je ne me trompe pas, je ne suis pas experte, mais qui peut avoir une durée de vie allant de 30 à 40 ans, peut-être, vous me direz si je me trompe. Comment est-ce qu'on fait en sorte de garder ce qu'on a conçu par-dessus cette étanchéité sans avoir tout refaire tous les 30-40 ans? Voilà. Il y a la biodiversité qui s'est installée. Au moment des travaux de reprise d'étanchéité, qu'est-ce qu'on fait de cette biodiversité? Alors, justement, si vous avez de la végétalisation de toiture, on va gérer la reprise d'étanchéité il y a 50 ans. Donc en fait, il n'y a pas de réflexion d'étanchéité. Aujourd'hui, un bailleur social va gérer un plan sur 50 ans. On fait son bâtiment. Vous mettez de la végétalisation de toiture, il a gagné une réflexion d'étanchéité à 20, 30 ans. Parce qu'une toiture végétalisée permet de conserver une étanchéité comme neuve au bout de 30, 40 ans. C'est ce qu'on constate. On va aujourd'hui mener des études pour le conserver. Et donc aujourd'hui, dans nos recommandations, effectivement, on n'aborde pas votre question, qui serait de dire, pour préserver l'investissement en biodiversité, etc., dans 20 ans ou dans 30 ans, parce qu'il faudra faire une réflexion d'étanchéité. Donc, pour nous, c'est pour ça qu'on fait cette étude. C'est qu'en fait, on utilise par 2,5, par 3 minimum la durée de vie d'étanchéité. L'étanchéité, elle est comme neuve, 30 ans, 40 ans sur nos toitures. Nous, en France, on est un jeune marché. Par contre, on a du recul sur l'Allemagne qui a plus de 20 ans d'avance sur nous. Ils ont des toitures de 50, 60 ans. Qui ont été réalisées dans les années 70. Et honnêtement, l'étanchéité est impeccable. On l'a expliqué, il n'y a pas de température extrême à 70-80 degrés, parce que l'étanchéité, quand elle est bitumineuse ou pavillonnaire, elle monte. Et vous n'avez pas toutes ces variations effectivement de température. En gros, une variation de température sur un toit plat étanché, la moyenne est de 46 à l'année. Et vous montez à 60 degrés, 70 degrés de montée et de descente, plus bas, plus haut, dans la journée. Alors qu'avec une toiture végétalisée, vous êtes sur une fourchette de 12 à 14 degrés maximum, quelle que soit la période de l'année. Donc vous n'avez pas ces amplitudes, vous n'avez pas une température extrême et basse, vous n'avez pas d'UV. C'est le principe même à 90% du vieillissement. Quand on fait le vieillissement de n'importe quel produit, on a des bulles. Et on choque, entre guillemets. Donc l'étanchéité, vraiment, est durable. Et c'est ça qui est très très important. On paye 2 fois ou 3 fois, je dirais, la végétalisation. Par contre, c'est le retour sur investissement à très long terme. Je crois que madame voulait parler plutôt de la réflexion d'étanchéité, ce que l'on fait du complexe existant. Par vapeur, nous avons l'étanchéité au moment de la réflexion. Alors voilà, moi ce que je comprends, c'est qu'aujourd'hui on constate que l'étanchéité a besoin de la réflexion se fait plus tard parce que ça permet d'optimiser la vie. Mais si elle doit se faire, voilà, comment est-ce qu'on... Oui, mais alors au moment de faire la réflexion, si vous avez un complexe avec un isolant qui n'est pas mouillé, vous pouvez faire une réflexion sur le complexe existant. Vous n'avez pas à le mettre en décharge. D'accord.
Mais après, sur toiture, et ça, vous avez le droit de le faire deux fois. Hein? Et alors, dans les premières règles professionnelles qui ont été rédigées, à l'heure actuelle, les réflexions sont régies par le DPI 43.5. Les premières règles professionnelles ont été réalisées par la Chambre syndicale parce que le DPU au CSTB, il n'en finissait pas l'arrivée. Donc, il y a eu des premières règles professionnelles, un cahier bleu, et dans les réunions avec les promoteurs et les entreprises d'étanchéité, il y a eu des grosses discussions, parce que les étancheurs disaient qu'il faut que l'isolant soit absolument sec pour pouvoir faire une réfection sur l'ancien complexe et le conserver. Et les promoteurs, les bailleurs sociaux disaient non, c'est pas possible, vous comprenez, des fois il est un petit peu humide, c'est local, ça va nous coûter trop cher. Donc dans le texte, dans le premier texte des premières règles professionnelles, il y a une expression sur laquelle nous nous sommes tous entendus, qui était qu'on pouvait conserver par raccord isolant, étanchéité et faire une réfection par-dessus, uniquement si l'isolation thermique était apparemment sèche. C'est le texte, apparemment sec. Donc c'est laissé à la pression. Et c'est très simple à faire, on fait un petit sondage, on voit que l'isolant est sec et du coup on peut rénover. Voilà. Mais n'importe quelle toiture doit être entretenue. Donc la durée de vie quand c'est végétalisé, moi qui ai fait ma première toiture végétalisée en 86, je peux vous dire que j'ai démonté une des toitures il y a 2-3 ans. L'étanchéité, elle est comme neuve. Hein. On va prendre une pause d'échange à la fin juste après la table ronde. Je suis désolée, on aura d'autres questions après. Pour l'instant, on prend juste cette dernière question. Ça va être très rapide. Un sol, c'est aussi une diversité de strates. Vous avez parlé de biodiversité. Je voulais savoir si dans votre guide, il y a des considérations vis-à-vis de la fertilité des sols, du sol sur la toiture. Là, on est dans le code de l'urbanisme. Hein. Donc, après, on peut demander, donner un certain nombre de précisions, mais on n'est pas encore allé à ce stade de finesse. Il faut aussi se rendre compte qu'il peut y avoir des pratiques qui sont très émettrices de CO2 et des fois, à vouloir réutiliser des sols qui sont originaires d'une région, on va alourdir le bilan en CME, en capacité maximale en eau, qui alourdit de fait la structure. Donc pour l'instant, on n'est pas allé jusqu'à ce détail qui n'est pas un détail, hein, la fertilité c'est important. Au fait que vous Par contre, parlez là-dedans, il y a beaucoup d'infos par rapport à ça. Oui. Je rebondissais par rapport au fait que vous parlez d'une faible épaisseur de terre et que potentiellement l'épaisseur peut aussi peut-être être générée sur le très long terme. En fait, même quand on a peu d'épaisseur de substrat, si on a de la rétention d'eau, du stockage d'eau, on peut avoir une biodiversité très élevée. Le secret, c'est d'avoir de la rétention d'eau et d'avoir un substrat aéré. Et dès qu'on a un substrat aéré, on a une vie bactérienne et des champignons importants. Et ce qui fait la fertilité d'un sol, c'est sa vie bactérienne et la vie des champignons. Et si on a ça, je connais des toitures végétalisées avec 15 cm d'épaisseur qui ont du développement végétal bien plus important que sur des toitures terrasses où on a 50 cm de terre qui vient des plateaux agricoles, je vais les citer, Saclay, Épamarne, etc., de ces endroits-là, parce qu'on décaisse beaucoup, et on ramène cette terre qui a une fertilité quasi nulle, alors qu'on a une forte épaisseur. Pourquoi? Parce qu'on a peu d'aération, on a des sols qui étaient dans une déstructurés. Mais ce qui dépend des types de sol, en fait. Voilà. Mais en général, tous les substrats de toiture végétalisée sont hyper aérés, très drainants,
Et du coup, on a une vie bactérienne et de l'ensemble des champignons du sol qui est très très active si on met des éléments de fertilité. On y va? On reprend? Donc la végétalisation du bâti au cœur de la planification. Derrière le mot planification, on aurait pu rajouter urbaine. Et donc, pour débattre, on a un public de grande qualité, puisqu'on commence avec Adeline Live. Adeline Live qui travaille au sein du ministère de la Transition écologique à la planification des territoires. Je vous laisserai vous présenter plus en détail. Madame Lapran, qui est avocate et qui nous a accompagnés dans la validation juridique des textes, des recommandations pour plus. Benoît de Saint-Martin, qui est architecte voyer général, responsable du service de la stratégie urbaine. Il y a la direction des espaces verts et de l'environnement, donc on charge avec 1000 personnes d'instruire tous les volets paysagers. Voilà, et on se croise depuis une vingtaine d'années sur plusieurs opérations d'aménagement. Et puis après, je vous le présente plus puisque c'est fait. Peut-être pour commencer, Adeline Live, qu'est-ce que vous pensez déjà de nos textes, du travail qu'on a, si vous avez pu les parcourir? Oui, non mais je voudrais juste introduire. Avant mes présentations, je voudrais introduire. Je travaille à la grille de l'article de France, la direction régionale et affaires départementales d'environnement, aménagement et transport, au service aménagement durable. Et donc, comme vous l'avez dit, dans le domaine de la planification urbaine pour favoriser la prise en compte des enjeux environnementaux dans les documents d'urbanisme à l'échelle régionale de France. Je trouve que l'initiative est vraiment intéressante parce que quand on échange avec les collectivités, elles ont besoin d'exemples. Elles ont besoin de pouvoir se projeter, savoir ce qu'il est possible de faire pour ensuite traduire à l'échelle de leur territoire, de leurs enjeux, de leur contexte, comment elles peuvent faire. Donc c'est toujours une bonne chose d'avoir des exemples à montrer concrets pour que les collectivités puissent s'approprier ces problématiques-là. Alors peut-être Benoît de Saint-Martin, parce que vous avez contribué beaucoup pour le plus de la ville de Paris. Mais c'est avant peut-être je voudrais juste répondre à cette question par rapport au travail qu'on a fait, et puis après on attaquera sur... Après nous, on va vous montrer, parce que moi-même j'ai participé à la révision du plan local d'urbanisme bioclimatique qui est en train de faire le 20 novembre 2024 à Paris. Donc il faut le rapprocher. Il faut encore le rapprocher. Oui. On montrera des exemples très concrets. Vous verrez qu'on a mis la chose. Depuis 2016, déjà, le plan local d'urbanisme de Paris imposait la végétalisation du bâti au-delà de 100 m² de toiture plate, en fait, sur élévation et de construction neuve. Donc on a beaucoup de recul depuis 2016 et les concepteurs, et je dis bien les concepteurs architectes et paysagistes associés, qui n'ont pas qu'architectes, ont progressé avec des fabricants, des entreprises, certains sont illustrés, représentants sont ici. Et c'est avec ce recul et les études de biodiversité qu'on a pu augmenter les objectifs et qu'on a déjà 1 à 2 ans, même si c'est depuis 6 mois en vigueur, quelques exemples, quelques retours d'expérience à vous présenter. On y va? Je vais présenter le point de vue de la planification des documents d'urbanisme et la prise en compte des outils qu'on a en Île-de-France pour prendre en compte ces aspects-là, nature en ville, végétalisation dans les documents d'urbanisme. Alors là, je pense que j'enfonce une porte qui a déjà bien été ouverte depuis le début de l'après-midi. Le fait qu'aménager la ville avec la nature, c'est vraiment un impératif aujourd'hui.
Le renforcement de la nature en ville, ça répond à l'enjeu d'habitabilité de nos secteurs urbanisés qui sont particulièrement vulnérables face aux îlots de chaleur urbains, face au ruissellement. Et donc la végétation va permettre d'apporter du rafraîchissement, de restaurer le cycle de l'eau et également, comme il a été dit, être un facteur de santé et de bien-être pour les populations qui a été prouvé scientifiquement. Donc dans ce cadre-là et dans le cadre de la stratégie nationale biodiversité 2030 et dans le contexte de sobriété foncière qu'on connaît aujourd'hui, l'État a souhaité revoir son plan Nature en ville, qui a été révisé l'année dernière. Et c'est un plan avec 4 grands axes, des actions qui sont à lancer, donc de connaissances, de recherche, d'outils stratégiques, d'outils opérationnels pour favoriser la nature en ville, donc de 2024 à 2030. Et dans ce plan sont bien identifiées les actions qui mettent en avant la végétalisation, la préservation des sols, que ce soit dans les aménagements, mais aussi dans la stratégie, la planification et donc les documents d'urbanisme. Alors, en Ile-de-France, donc c'est ma diapo suivante, voilà. On a 2 grands documents d'urbanisme, alors je dis grands parce qu'ils s'étendent sur des grands territoires. Le SDRIF, le schéma directeur régional d'Île-de-France, qui est approuvé depuis juin dernier, et le SCOT, le schéma de cohérence territoriale de la métropole du Grand Paris, donc qui couvre toute la zone centrale de l'Île-de-France, Paris, la Petite Couronne et les quelques communes qui composent la métropole, qui est approuvé en juillet 2023. Et donc ces 2 grands documents-là se sont bien saisis de la problématique. Je vous ai mis quelques dispositions, l'objectif c'est pas d'aller les lire dans le détail, mais c'est de voir que dans les parties opposables, pour le SDRIF, c'est les orientations réglementaires qui s'adressent dans un rapport de compatibilité au SCOT et au PLU-PLUI. Et pour le SCOT métropolitain, il s'adresse au PLUI de son territoire. Donc de bien prendre en compte la préservation des sols naturels, la perméabilité des sols et la végétalisation. Vous avez là 2 types de dispositions qui se répondent finalement. Une première qui porte sur les coefficients de pleine terre. De fixer, de maintenir, déjà préserver les sols de pleine terre sur les territoires, et quand on est à moins de 30%, d'augmenter cette part de pleine terre pour atteindre 30%. Et quand on a des secteurs contraints, en ville, en tissu dense par exemple, d'avoir des solutions alternatives avec la végétalisation de la ville. Donc de bien mixer ces 2 notions de préservation des sols naturels et de végétalisation de la ville, en particulier dans les contextes urbains denses. Donc ça, c'est à la fois le SCOT et le SDRIF qui l'énonce. Donc ensuite, on a d'autres prescriptions, on en parlait tout à l'heure, la disposition d'usage qui vise à désimperméabiliser les sols, à compenser l'imperméabilisation nouvelle par de la désimperméabilisation, donc que ce soit au sol, mais aussi les toitures végétalisées qui rentrent dans la comptabilisation de ce bilan. Le SDRIF comme le SCOT se sont appropriés et ont repris à leur compte cette disposition et donc l'adresse aux documents d'urbanisme de rang inférieur, plus locaux, en considérant que c'est à eux de faire leur diagnostic et de proportionner les règles qui vont permettre de répondre aux objectifs. Ça, c'est des petits focus qui sont faits dans les documents opposables, dans les pièces opposables de ces documents-là, mais ces notions d'enjeux de gestion des eaux pluviales à la source, de végétalisation des espaces, ils sont dispatchés dans toutes les pièces du document, dans le chapitre sur le stationnement, le chapitre sur les zones commerciales, le chapitre sur le développement urbain. Et on voit que c'est un véritable enjeu qui se sont appropriés et auxquels maintenant les PLU, les documents d'urbanisme à l'échelle communale et intercommunale, doivent répondre et doivent bien identifier sur leur territoire. Voilà, donc le PLU, je voulais juste indiquer là que vous avez eu bien raison de faire ce guide sur la place de la végétalisation dans les documents d'urbanisme. C'est souvent un sujet qu'on traite à l'échelle de l'aménagement, du projet. Pour autant, le PLU il est bien pertinent pour traiter ce sujet-là. C'est un document qui a une échelle territoriale et donc qui va permettre de regarder
regarder l'ensemble du territoire, pas uniquement là où on a des opportunités, mais plutôt là où on a des besoins, là où on a un intérêt à faire, et pas là où on a des prédispositions à faire. Ça permet aussi de concilier les différents enjeux sur le territoire. On sait, hein, on l'a vu tout à l'heure, il faut construire, il faut développer, il faut accueillir des activités économiques, il faut avoir des transports en commun, il faut aussi de la nature, il faut des espaces de respiration. Et donc, c'est l'occasion, avec les élus, de concilier ces différents enjeux sur le territoire et de trouver des solutions, de construire un projet, une vision, et qui aussi est partagé avec les habitants. Donc, ce sera d'autant plus facile après à traduire localement. C'est un petit peu le dessin en haut à droite qui représente, voilà, on a des élus, des habitants qui partagent une vision pour leur territoire. Vous voyez, le territoire, il est vert, il est marron, il est bleu. Ce que je voulais dire aussi, c'est que dans le PLU, donc c'est un outil avec une portée juridique. On l'a vu, hein, les OAP, le règlement qui s'impose aux autorisations d'urbanisme, des règles qui doivent être justifiées. On ne peut pas mettre en place une règle parce qu'on a envie, il faut expliquer, c'est une contrainte. Donc elle doit être argumentée, elle doit être justifiée, ça nécessite des diagnostics. Donc c'est l'intérêt aussi du PLU d'aller faire ces diagnostics pour identifier les règles qui sont adaptées localement et qui vont permettre de répondre aux enjeux. Derrière, ça permettra de dire oui ou non à un permis de construire. Et les règles, elles sont assez vastes. J'en ai mis quelques-unes là. Vous les retrouvez aussi dans Turbo avec des exemples de rédaction. Vous les retrouvez aussi dans le guide à Villette. Donc il y en a tout un panel et c'est à chaque collectivité d'identifier celles qui seront les plus adaptées à leur territoire. Et l'État là-dedans, c'est votre slide suivante, voilà. Donc l'État intervient dans l'accompagnement de chaque document d'urbanisme, chaque PLU, chaque SCOT, au fil de la procédure. Il intervient à minima pour rendre un avis sur le document arrêté, puis faire le contrôle de légalité. Donc là, on est bien à la fin. Mais il intervient aussi en amont en tant que personne publique associée. Donc c'est là qu'il peut apporter des éléments de conseil sur les enjeux du territoire et sur ce qu'il est possible de faire. Au niveau régional, on a développé un réseau des acteurs de la planification territoriale qui s'appelle Planif Territoire. On a un espace documentaire partagé avec des billets de blog, des actus, etc. Donc, vous pouvez vous inscrire. On fait 2 newsletters par an. Donc, la dernière a notamment relayé les outils de la Villette et la rencontre d'aujourd'hui. On fait 2 rencontres annuelles en présentiel. Là, je vous ai mis par exemple, on avait fait un petit jeu sérieux sur PLU et santé. Alors la végétalisation, bien sûr, c'était bien un élément du jeu. Donc comment est-ce qu'on s'en servait au profit de la santé des populations. Et puis on a sorti au niveau de l'IEAT quelques documents récemment justement sur la préservation des sols urbains et l'importance de la végétalisation des espaces en ville. Et qu'est-ce qu'on pouvait faire dans le PLU, identifier quelques retours d'expérience, quelques bonnes pratiques et puis des pratiques à éviter. Alors je vous en ai fait un petit résumé à gauche. Donc ce qu'on avait identifié, c'était, notre leitmotiv, c'est préserver la pleine terre, hein, c'est éviter. Quand on a un sol naturel, il va bien pouvoir gérer l'eau, la biodiversité, stocker le carbone, rafraîchir la ville, donc on essaye de le préserver au maximum. Donc c'est l'outil à privilégier, le coefficient de pleine terre, et puis après, on aimerait aller plus loin, à le faire avec le bâti qui existe. Donc là, mettre en place le coefficient biotope par surface, pour pouvoir avoir du qualitatif en plus, et en particulier dans le milieu urbain contraint. D'avoir des coefficients avec des pondérations proportionnées. Donc on l'a vu tout à l'heure, vous présentiez un petit peu toute la hiérarchie des types de végétalisation, et avec une équivalence avec la pleine terre. D'établir une cible au regard du diagnostic initial et des enjeux locaux, ne pas s'embarquer forcément dans un diagnostic exhaustif sur l'ensemble du territoire, mais identifier les secteurs où il y a des problématiques fortes. Les îlots de
de réseau. Et sur ces secteurs-là, d'aller voir qu'est-ce qu'on a en végétalisation, qu'est-ce qu'on a en pleine terre, notre état de départ, et voir comment est-ce qu'on peut progresser, qu'est-ce qu'on peut fixer comme règles qui correspondent aux enjeux qu'on souhaite traiter. On a fait un atelier avec les instructeurs droit des sols, puisque ce que je disais, c'est que le PLU, derrière, il va s'appliquer au moment de l'instruction des permis de construire. Donc on a réfléchi ensemble à la rédaction, et c'est là qu'on s'est aperçu de rédaction qui donnait des effets contradictoires, contraires aux souhaits du PLU. Donc des mots maximum, par exemple, dans les rédactions qui font qu'on refuse un permis de construire parce qu'il y a trop de toitures végétalisées. C'est un peu dommage. Des coefficients de biotope par surface où on a une pondération pour des panneaux solaires. Donc en fait, on ne fait plus de végétalisation, on ne fait que des panneaux solaires. Donc, on a un peu identifié des éléments de rédaction, des bonnes pratiques, que vous retrouverez sur Internet. Et puis donc la nécessité de faire tester la rédaction par ces professionnels-là qui ont l'habitude et qui savent aussi ce qu'ils peuvent trouver dans un permis de construire. Il y a des règles, le code urbain peut réglementer certaines choses, et est-ce qu'on peut les vérifier au moment de l'instruction du permis de construire. Donc s'assurer que derrière, l'instructeur, il pourra bien vérifier, il aura bien des éléments dans son permis. On ne peut pas demander un inventaire supplémentaire, par exemple, donc de savoir s'il pourra bien s'en saisir de manière directe. Il avait été souligné aussi les actions de sensibilisation auprès de la population, auprès des instructeurs, et de bien coupler avec ce type d'outils, avec les autres outils du PLU. Donc on l'a cité tout à l'heure, des règles de gestion des eaux pluviales, de préservation des espaces déjà perméables. Voilà. Merci beaucoup. Peut-être on peut passer sur directement le tissu urbain avec Benoît de Saint-Martin, pour qu'il nous montre, et puis Sophie, après on reviendra sur la réglementation. Je vais juste essayer de présenter quelques slides rapides. Après, votre regard juridique sera intéressant. De transition. Révision du plan local d'urbanisme, mais aussi transition. Donc, on disait depuis 2016, l'attention publique dans les flux bioclimatiques. Depuis le 20 novembre 2024, la ville de Paris a imposé une végétalisation pour toute voiture plate au-delà de 100 mètres carrés, avec un franc succès. Quand je dis franc succès, c'est que on avait 600 projets avec des surélévations des extensions des constructions neuves par an en moyenne, et on en avait à peu près 400 qui avaient des voitures plates et de la végétation à 10 cm, y compris en surélévation. On s'est dit qu'il faut peut-être voir ce que ça donne comme résultat. L'étude Groups, la DIVET, l'équipe qu'on a mis au point, les professionnels, les paysagistes innombrables dont on a modifié les projets, avec un objectif qui était d'augmenter le nombre de toitures de murs végétalisées à 155 hectares. Nous étions à 120 hectares, je dirais, en 2020. Alors, ça veut tout et rien dire. C'est 5% du potentiel de toiture à Paris, sachant qu'on a 3/4 des toitures à Paris qui sont en zinc, qui est un vrai sujet, qui n'est pas le sujet du jour. Mais sachez que, on parlera tout à l'heure de la nation des arts et bâtiments en France, le zinc est un vrai sujet en matière de santé, de règlement, de chaleur et pour lesquels on sait trouver des solutions. Fermons la parenthèse. Donc, environ 6 à 7 hectares de végétalisation de bâtiments par an. J'ai en bas juste quelques illustrations de ce que font mes collègues au service technique végétal et d'agriculture sur nos équipements publics qui représentent à peu près 1 hectare sur les 7 de toitures qu'on obtient par an dans les permis de construire. Il y a à peu près 85% des permis de construire qui vont jusqu'à la réalisation. On va avancer. On a parlé donc des OAP, juste une illustration. Nous sommes dans un registre de recommandations. On s'inspirait de plein de communes, on s'inspirait de Nantes, on a fait du benchmarking, on s'inspirait de votre guide avant l'heure, et on va sûrement beaucoup l'apprécier quand on va le découvrir. On a commencé il y a 3 ans et on a fait des petits schémas. On y reviendra. Ce sont des recommandations. Quand on instruit, quand on est instructeur, au règlement seul est opposable au projet. Les recommandations sont vraiment intéressantes, elles sont aussi dans des guides, mais il faut bien avoir ça en tête. OAP, recommandations, c'est en orientation, et règlement, obligation. Toute l'armature du plan local d'urbanisme de Paris est, comme beaucoup de plans locaux d'urbanisme, articulée autour des trames vertes et bleues. Les trames vertes, elles figurent en creux dans tous les corridors urbains que vous voyez en vert. Le
parcelles qui sont vivant de 50 mètres autour des corridors urbains de biodiversité ont des règles renforcées de pleine terre au sol et de végétalisation du bâti. Ceux qui sont également dans la partie centrale en marron, qui est une zone de déficit en espace végétalisé, dans ce cas c'est pas photo aérienne qu'on a faite, qu'on a mentionné d'arbres, puisque ça part maintenant les photos aériennes canopées, on arrive à avoir enfin la connaissance des arbres, non seulement sur le domaine public, mais aussi dans le domaine des fleurs d'îlots. Donc c'est à partir de cette armature qui est le résultat de plusieurs années de collecte de données aériennes, de terrain, avec nos écologues, avec des photos aériennes, avec de la pure. Donc tout est articulé autour de ça, avec des augmentations de surface d'espace libre. Et c'est essentiel, vous en parliez, de préserver la pleine terre, d'augmenter les espaces libres de construction. On est dans un plan local d'urbanisme pour les 20 ans qui viennent. C'est une révision bioclimatique parce qu'il y a deux priorités. Le logement, enfin plus, la nature, et transformer le bâtiment plutôt que d'en construire davantage. Vous allez comprendre tout de suite dans l'image d'après. Voilà, vous avez ce que produisait le plan local d'urbanisme depuis 2006. Il a été modifié en 2016, mais la révision c'était 2006. Avant c'était post. Vous voyez immédiatement l'augmentation des espaces libres de construction selon la taille de la parcelle, entre 20 et 60% de la surface de la parcelle sont non constructibles. Ce qui veut dire, et je vais vous le dire, je ne montre pas les images parce que c'est extrêmement frappant, c'est que dans le précédent plan local d'urbanisme, quand vous aviez avec l'aide de la pure sur les 75 000 parcelles mis les normes d'espace libre de construction, vous avez une marge de constructibilité en emprise sur 82% des parcelles. Avec ces nouvelles règles, il y a plus de 43% des parcelles qui ont une marge d'emprise constructive au sol, pour faire des petites extensions, démolir et reconstruire, parce que les espaces libres de construction ont réellement augmenté en termes d'exigence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'indirectement, la pleine terre est augmentée, puisque ces espaces libres, sauf les cheminements fonctionnels, les locaux à vélo d'échelle, et oui, maintenant ils sont admis dans les espaces libres, il faut être cohérent à un moment donné pour avoir une ville durable sur le plan environnemental et favoriser les circulations douces et le recyclage. On a admis les locaux à vélo d'échelle dans ces meilleures distances des arbres, je vous rassure. Et ces espaces libres sont augmentés pour favoriser la transformation, la surélévation et les petites extensions réalisées. Je vais juste un clin d'œil quand même sur les continuités écologiques qui sont importantes. On voit des clôtures tant sur le domaine public que entre les espaces verts protégés qui sont un peu ce qu'on appelle une page japonais en biodiversité. Il y a 4200 parcelles qui ont des espaces verts protégés, 330 hectares au total, 470 espaces verts publics. Vous voyez qu'on a des rapports c'est des échelles différentes, importantes pour restaurer les continuités écologiques. On va maintenant, je vous rassure, on va aller directement sur notre sujet, qui est la végétalisation du bâti en pratique. La végétalisation... Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, ben, vous savez, un petit pouce, la partager, mais surtout me mettre un commentaire. Ça serait sympa, un commentaire sur la vidéo. Alors voilà, pas les commentaires, Philippe, le son était pourri. Parce que ça, je le sais déjà, donc j'en ai pas besoin qu'on me le redise. Voilà. Et puis, si la construction d'une petite maison bulle bioclimatique semi-enterrée vous intéresse, eh bien, téléchargez mon e-book. À bientôt. Salut.